mots de présentation. Merci, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci pour ces mots de présentation. Bon, j'inscris Justin Godard dans le cadre de cette exposition sur la médecine et la santé en général et la Grande Guerre. Mais Justin Godard, c'est beaucoup plus que ça, bien sûr. C'est beaucoup plus que cette période où il va être sous-secrétaire d'État à la santé entre 1915 et 1918. Je rappelle que Justin Godard est né en 1871. Il est né au Brotteaux, c'est un gone des Brotteaux, que la ville de Lyon a longtemps négligé, très longtemps négligé, puisqu'il a une toute petite montée, Justin Godard, qui n'est pas brillante par rapport au personnage qu'il fut. Il faut dire que, je reviendrai à cette idée en conclusion, il n'a pas eu de chance, il y a des gens comme ça. Il a eu sur sa route Édouard Herriot, bien sûr. Il a eu sur sa route Édouard Herriot, qui est né l'année suivante, puisqu'il est né en 72, il n'est pas né à Lyon. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Godard meurt en 56 et Herriot meurt en 57. Et il est né un an avant Herriot, il meurt un an avant Herriot. Donc c'est quand même assez extraordinaire. Ce Godard, quand on va le voir arriver avec la Grande Guerre, il a donc 43 ans avec la Grande Guerre. C'est un avocat qui s'occupe des questions sociales. Il a écrit des livres sur le tissage, sur les canuts. Donc il s'intéresse à la question sociale, c'est-à-dire... Quand on dit question sociale, on est un homme de gauche, même si ce mot, ça ne veut plus rien dire aujourd'hui. C'est un homme de gauche. Il est radical socialiste. Il est membre du Parti radical socialiste depuis 1904. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est adjoint au maire dans la municipalité Augagneur depuis 1904. Augagneur est un socialiste indépendant. Il est 6e adjoint. Et moi, je vais peut-être le prendre à la main, non. Il est 6e adjoint, alors qu'Herriot est 5e adjoint. Comme quoi, chaque fois, il a Herriot sur sa route. Herriot est chargé d'instruction publique en tant que prof, alors que Godard s'occupe davantage de questions sociales et du travail. Il devient en 1906 député. En 1914, quand la guerre va éclater, aux élections de 1914, il est réélu régulièrement député. Il est vice-président de la Chambre. Vice-président de la Chambre. Donc c'est quelqu'un qui, indiscutablement, qui n'est pas un inconnu. C'est un personnage qui, dès la guerre commence, il s'engage. Il a quand même 43 ans. Il s'engage comme infirmier sur le front des Vosges. Donc, il s'engage non pas dans les combattants, mais dans ce métier qui est extrêmement difficile, infirmier sur le front, où vous risquez votre vie. Donc, ce Justin Godard, qui va nous intéresser ce soir, il va devenir sous-secrétaire d'État à la santé. On n'est pas secrétaire à l'époque, on est sous-secrétaire d'État à la santé dans le cabinet Viviani. Dans le cabinet Viviani qui gère le début de la guerre de 14. Il est appelé le 3 juillet 1915. La guerre, à ce moment-là, a moins d'un an. Elle a moins d'un an. Les Français ont essayé de percer le front que les Allemands ont imposé au début de la guerre de 14, en Champagne, en Artois, et chaque fois, ça a été un échec. Je rappelle que le 25 août 1914, il y a eu 25 000 morts français en une journée. 25 000 morts. Je ne dis pas combien de blessés. Au moment où Godard va rentrer dans le gouvernement Viviani,
sous présidence Poincaré, l'Italie entre en guerre à nos côtés. Il y a un décret intéressant, le décret du 28 octobre 1913, et ça c'est fondamental pour la suite, qui prévoit que le gouvernement à la conduite de la guerre, toujours les mots, et que les généraux, eux, ont en effet des opérations. Alors quand la guerre est courte, il est évident que la conduite de la guerre, ça se comprend, les opérations, c'est ramener sur le terrain rapidement. Mais vu que la guerre est longue, on ne sait plus si les opérations, ce n'est pas la guerre. Donc on ne sait plus si ce n'est pas les généraux qui mènent la guerre. Donc il y a d'entrée un conflit d'autorité entre le pouvoir civil, c'est-à-dire le gouvernement et la Chambre, bien sûr, et les militaires. Ce qu'on appelle le grand quartier général, où c'est Joffre qui officie. Surtout que Joffre, du fait que cette guerre est nouvelle, mais elle est permanente cette guerre, Joffre a pris de nombreuses compétences sur les civils pour mener les opérations, bien évidemment. Joffre accepte que le gouvernement, puisque le président de la République, officiellement, même si c'est un président de la troisième, il n'a presque pas d'autorité. Depuis la fameuse constitution Grévy de 1879, le président de la République n'a plus d'autorité dans la troisième République. Et toutes les tentatives qui ont été faites pour redonner au président de la République du pouvoir ont échoué. Et Poincaré, qui aurait pu redonner du pouvoir à la présidence de la République, n'a pas eu de chance puisqu'il est tombé avec la guerre et que la guerre le dispense, ou du moins ne lui permet pas de jouer ce rôle qu'il aurait voulu jouer. Donc, pour Joffre, et Joffre accepte que le gouvernement puisse relever de son commandement le général en chef. Ça, il accepte. Mais en dehors de ce moment important qui est d'une rupture entre le gouvernement et le général en chef, Joffre n'accepte aucun conseil, n'accepte aucune remarque. Donc c'est lui qui mène la guerre. À l'intérieur du gouvernement, bien évidemment, le ministre de la guerre qui s'appelle Alexandre Mirand avec un solaire, et deux ailes, mais un solaire quand même, qui sera le futur président de la République après la guerre, qui vient du socialisme, mais d'un socialisme, comme on dirait, à l'époque, en peau de lapin. Cet Alexandre Mirand est accusé de couvrir les actes du quartier général. Donc de s'entendre bien avec Joffre et de laisser faire Joffre, ce qui, bien sûr, renforce même la position de Joffre. Donc, il y a bien un conflit entre le Parlement et l'état-major, et un conflit à l'intérieur du gouvernement entre certains ministres qui pensent que Joffre va trop loin et Mirand qui couvre Joffre. Et donc ça fait quand même pas mal de choses. Alors Godard dans tout ça. Alors Godard, c'est ma première idée que je développe, Godard va être un symbole de la prise de conscience de la situation désastreuse des blessés sur le champ de bataille. Alors ce Godard, sa nomination s'inscrit dans un conflit, comme je viens de le dire, mais que je répète parce que c'est au cœur de la problématique de la nomination de Godard, entre la Chambre et, bien sûr, des députés, et Mirand, le ministre de la Guerre. La nomination de Godard, c'est la volonté que le gouvernement veut imposer au quartier général, c'est-à-dire la reprise en main du pouvoir civil sur le pouvoir militaire. N'oubliez pas que nous sommes en démocratie, on est en République, et que les militaires n'ont qu'à obéir. Ils n'ont pas à prendre de décision. Un militaire, ça rentre dans les casernes. Ça ne fait pas de politique. Donc, vous ne pouvez pas vous présenter en France quand vous êtes un militaire en active. C'est évident. Donc, ça, c'est l'histoire française. La dernière opération, c'est Boulanger qui a été quand même
qui a marqué les esprits, et tout le monde a en tête, bien sûr, Bonaparte. Hein. Tout le monde a en tête Bonaparte. Ce sous-secrétariat d'État, c'est pas brillant, sous-secrétariat d'État, hein, ça ne va pas chercher bien loin, correspond exactement à la 7e division du ministère de la Guerre. 7e division du ministère de la Guerre, vous voyez que c'est une des divisions du ministère de la Guerre qui prend le nom de sous-secrétariat d'État, puisqu'il est créé à cette occasion. Et elle remplace, puisque c'était une division, elle prend la place du médecin inspecteur qui s'appelle Troussin, T-R-O-U-2-S-A-I-N-T, qui va démissionner, puisque Godard prend sa place en quelque sorte, et qui va avoir une haine pour Godard, bien évidemment, puisque Godard lui a piqué sa place. Et il écrira après la guerre un livre où il dénonce, je note, cette nomination d'un civil, début de l'anarchie, du désordre, de l'incohérence et du favoritisme. Voilà. Donc Godard apparaît comme un pistonné, un civil qui ne connaît rien, bien évidemment, et qui va mettre le désordre au sein du ministère de la Guerre. Nous sommes en juillet 1915, belle union sacrée. Hein. On parle toujours de l'union sacrée, on s'aperçoit qu'on se bouffe le nez entre politique, entre militaires, comme quoi les choses sont permanentes. Godard va le rester jusqu'au 5 février 1918. Juillet 1915, février 1918. C'est un personnage qui a tenu le plus longtemps, sachant que les gouvernements sautent. Là, vous vous rendez compte le temps qu'il a tenu. Cette longévité, je dirais, exceptionnelle, au même poste, parle en faveur de Justin Godard. Ce qui montre que Justin Godard a dû réussir à ce poste. Il a indiscutablement fait l'unanimité. Et on s'interrogera tout à l'heure pourquoi il s'en va. Pourquoi il s'en va le 5 février, pourquoi il n'attend pas le 11 novembre 1918 ou un peu plus tard. Hein. Et à la différence d'Herriot, qui va connaître une expérience ministérielle catastrophique, Herriot devient en effet, dans le cabinet Briand, ministre des Transports, du Ravitaillement, et il démissionne au bout de 4 mois. Du moins, il pas démissionne, il quitte le gouvernement au bout de 4 mois parce que le gouvernement est renversé. Et Herriot garde un souvenir, mais exécrable, de son passage au gouvernement. Il faut dire, c'est en plein hiver, je dirais 1916, et le problème du ravitaillement est catastrophique. Alors, tenir 31 mois dans la même fonction. Alors, voilà ce que dit Godard. Je ne suis ni un militaire de profession, ni un fonctionnaire, ni un médecin, mais je suis le blessé. Je suis le blessé. Alors, ça, j'avais dit dans mon petit propos que Godard, qui est un Lyonnais, même s'il vient de milieu populaire, il ne vient pas de la bourgeoisie, Godard, donc belle méritocratie de l'école républicaine, on peut dire. Ferry est passé par là. Godard est bien un héritier de ce que j'appelle l'humanisme lyonnais. C'est bien un héritier de l'humanisme lyonnais qui a toujours œuvré à Lyon depuis la création des hôpitaux. On peut dire que ce soit l'Hôtel-Dieu ou la Charité. Alors, à propos de blessés, alors là, comme on dit à Lyon, ça vaut son pesant de graton. Jusqu'à l'arrivée de Godard au sous-secrétariat d'État à la santé, la conception du service de santé était toute militaire. Le soin des blessés était l'affaire des médecins militaires et les civils n'étaient que des auxiliaires. Alors ici, il y a des médecins. S'il y a des médecins militaires, ils vont en prendre pour leur grade. D'où des médecins militaires sans compétences, mais sans compétences chirurgicales, vont opérer alors que des chirurgiens du civil vont faire des pansements, bien sûr. Ce qui est, ma foi, assez exceptionnel. Le fameux Troussin, médecin inspecteur, qui a précédé Godard dans la 7e division, s'était opposé à la nomination de médecins civils au grade supérieur à ceux des médecins militaires. Parce que s'il y avait eu des médecins civils
nommés à des grades supérieurs, ils auraient donné des ordres aux médecins militaires en dessous, puisque c'est l'armée, on obéit. Mais vu qu'ils sont à un grade inférieur, ils sont obligés d'obéir aux médecins militaires. Ça, c'est pas mal. En plus, ce Troussin, qui ne va pas rentrer dans le panthéon, en effet, des poilus, il couvre de ce fait des pratiques aberrantes de médecins militaires. Ça, il faut reconnaître que être blessé avant l'arrivée de Godard, ça ne devait pas être brillant. En plus, les médecins militaires ont une conception de la blessure de guerre qui est différente de la blessure civile. C'est-à-dire qu'une blessure de guerre est une blessure aseptique, parce qu'elle est pratiquée par une balle, et qu'une balle est purifiée par le feu. Ce qui veut dire que quand vous êtes blessé, on ne vous soigne pas. On laisse la blessure se refermer toute seule, puisqu'elle n'est pas souillée par quelque chose. Alors ça, c'est extraordinaire. Il ne fallait surtout pas toucher pour ne pas infecter la blessure, et donc on laissait les blessés guérir tout seuls, mais plutôt mourir tout seuls. Alors, dès septembre 14, ce genre de conception est dénoncé, car bien évidemment, si une balle de fusil peut être considérée comme propre, on voit ça dans les films, souvent on s'enlève une balle assez facilement, mais une balle de shrapnel d'un mortier ou d'un obusier allemand qui éclate et vous en recevez un morceau dans le bide, vous recevez un morceau de terre en même temps et un morceau de vêtement rentre en vous. Donc bien sûr, la blessure n'est pas propre du tout. N'est pas propre du tout à ce moment-là. Mais des lésions profondes apparaissent. Il va bien sûr... et pourtant, Troussin ne fait pas évoluer la conception de la blessure sur un champ de bataille. Or, les blessés du front étaient indistinctement embarqués, je parle avant l'arrivée de Godard, après un pansement sommaire, dans des wagons inconfortables, non désinfectés, où il y avait eu des bestiaux, dans des hôpitaux de l'arrière, après un voyage parfois de plusieurs jours. C'est-à-dire, vu que c'est l'armée qui contrôle les voies ferrées, par exemple, un blessé qui, au lieu d'aller à Orléans, quand il est sur le front, dans les hôpitaux d'Orléans, on l'envoie, par exemple, à Bordeaux. Donc, au lieu d'arriver à Orléans en 4-5 heures, il arrive en 20 heures. Donc, il a le temps d'être, bien sûr, à moitié mort. Bon, tous ceux qui ont perdu de la famille en 14, vous comprenez pourquoi ils ont pu mourir. Le diagnostic était très rapide. Le blessé par shrapnel était condamné à mort, obligatoirement, pour ce qu'on appelle gangrène gazeuse. Et rapport, en effet, et la Chambre fait un rapport, un député à la Chambre des députés fait un rapport sur cette... qui est membre de la commission d'hygiène, parce qu'il y a une commission d'hygiène à l'Assemblée nationale, qui fait un rapport catastrophique sur les soins apportés aux blessés. La création d'un sous-secrétariat d'État à la santé confié à Justin Godard est la deuxième étape de cette prise de conscience, la première étant la création de cette commission d'hygiène et de ce gâchis humain catastrophique. On l'avait vu dans l'histoire, vous le savez tous, que c'est lors de la bataille de Marengo que Dunant avait créé la Croix-Rouge pour pouvoir sauver les blessés sur le champ de bataille. On meurt davantage de blessures que de morts directes sur les champs de bataille. Donc le premier étage avait été la création, le 7 janvier 1915, d'une commission supérieure consultative du service de santé avec parlementaires et autorités médicales. Deuxième point de mon intervention, la nomination de Godard, c'est la volonté de soumettre les militaires au pouvoir civil. Pour sauver les blessés gravement touchés, il faut pratiquer des opérations, disons, mutilantes. Il faut savoir couper une jambe, couper un bras, bien sûr, couper les deux jambes. Bon.
Il y avait eu un beau film sur la guerre de sécession que vous l'aviez vu, qui s'appelait Danse avec les loups. Autrefois, on avait vu ce film, comment, durant la guerre de sécession, pour éviter de se faire mutiler, il était parti et s'était sauvé tout seul avec les loups. Mais ça, c'est du cinéma. C'est du cinéma. Là, c'est-à-dire que désormais, pour pratiquer ces opérations mutilantes, il faut de vrais chirurgiens, bien sûr. Il faut avoir la compétence. Tout le monde n'a pas la compétence pour couper une jambe. Hein. Et il faut faire une chirurgie salvatrice immédiate. Il faut faire ça dès que vous êtes ramené du front par les brancardiers et par les infirmiers. Il faut qu'on pratique ça sur place. Il ne faut pas qu'on vous dise on vous envoie pendant 3 jours de voyage et vous traînez avec votre... Ce qui mérite d'être souligné, c'est que les médecins militaires, une fois que Godard va expliquer ça, vont accepter. C'est ça qui est intéressant. Il n'y aura pas de résistance. Le médecin-chef, le médecin-inspecteur Troussin, il ne sera pas content, mais il écrira son livre au vitriol. Mais les médecins militaires vont accepter la décision du sous-secrétaire d'État et vont coopérer. C'est-à-dire on est dans une période de patriotisme. Il faut quand même reconnaître que les Français ont agi par patriotisme. Et une fois qu'ils comprennent quand même ce qu'on leur demande, ils vont s'adapter. Il y aura peut-être une résistance larvée, mais une résistance qui ne sera pas, je dirais, énorme. Si du côté des médecins militaires, je reviens sur cette idée du patriotisme, on peut dire que c'est un facteur explicatif du pourquoi que les réformes de Godard, dont je parlerai tout à l'heure, vont en effet être acceptées et vont avoir des résultats positifs, je dirais que Godard est un avocat. C'est un gars de cabinet. Il sait monter des dossiers. Et c'est un énorme bosseur. C'est un énorme bosseur. D'abord, il laisse en place, Godard a compris, qu'il ne peut pas donner un pied dans la fourmilière, un coup de pied dans la fourmilière total, sinon il va se mettre à dos toute la hiérarchie militaire et des médecins militaires. Donc il laisse en place le médecin-inspecteur Chavas, qui est un médecin-inspecteur, qui assure les fonctions de directeur général du service de santé des armées du Nord et de l'Est, auprès du grand quartier général, car ce personnage, Godard l'a rencontré, il est incontesté par, on peut dire, par ses pairs, et il comprend que s'il s'en séparait, il créerait une fracture ouverte avec le grand quartier général. Donc en pleine guerre, on ne peut pas se permettre d'une rupture avec le quartier général pour une question qu'il faut bien le dire, la question des blessés, c'est le dernier roue du carrosse de Joffre. Hein. Ce qui compte, c'est les opérations. Les blessés, on s'en fout. Ensuite, deuxièmement, il confie au médecin-inspecteur Simonin la direction du service de santé à l'intérieur du sous-secrétariat d'État, ce qui correspond à la première division du sous-secrétariat d'État. Et Godard a pu compter, durant tout son sous-secrétariat d'État, sur la loyauté de ce médecin-inspecteur Simonin, ce qui, ma foi, est énorme quand on est dans un ministère. Pour la seconde division, puisque ça c'était la première division, vous voyez, on rappelle que le sous-secrétaire d'État remplace la 7e division, mais à l'intérieur de la 7e division, il y avait bien sûr d'autres éléments. Pour la seconde division du sous-secrétariat d'État, celle des approvisionnements, il la confie au médecin principal Sabatier, qui fait produire, et ça c'est encore un truc très Godard, qui fait produire par le civil, c'est-à-dire par les entreprises privées, le matériel médical nécessaire, c'est-à-dire les pansements, les thermomètres, les instruments, les médicaments. Alors jusque-là, c'était les militaires qui fabriquaient eux-mêmes, mais avec une cadence très inférieure aux besoins. Et par les ateliers généraux du service de santé à Vanves, il fait construire les fameuses ambulances automobiles. Les ambulances automobiles qui vont être le gros truc de Godard. Ça va être la grande invention de Godard, dont je parlerai dans quelques instants. Enfin, selon le médecin-inspecteur Mignon, chef du service de santé de la 3e armée, qui, vous voyez, ne va pas tarir d'éloges sur Godard, voilà ce qu'il dit. Justin Godard est un homme sans préjugés. Voilà une qualité, à mon avis, toujours valable.
il se déplaçait, et il le souligne, chaque fin de semaine, Godard allait sur le front, rencontrait les médecins, rencontrait tous ceux qui étaient en phase avec ces fameux blessés, les interrogeait les chefs de service, se faisait expliquer leurs fonctions, donc rentrait dans le métier, dans ce métier de ministre, donc devenait ce qu'aujourd'hui on appelle expert, devenait un expert, s'informait de leurs besoins, s'enquêtait de leurs relations avec leurs supérieurs et leurs inférieurs. Donc il était ce qu'on appelle un ministre qui se déplaçait sur le terrain. Parfois même, il est allé jusque dans les tranchées, passer la nuit dans une ambulance ou un hôpital, accepter les idées émises par d'autres que lui. Tout ça me paraît excellent. Ça devrait être enseigné aujourd'hui. Ce qui le rendait chaque jour plus instruit de la question de la santé, alors qu'il était avocat, il s'occupait des questions du travail, lui. Et à ses qualités humaines indéniables. C'est vrai que Godard, c'est un grand bonhomme pour ça, c'est un grand bonhomme pour ses qualités humaines, et qu'on va retrouver jusqu'à la fin de sa vie. Il prépare des dossiers, il connaît les dossiers, et tout cela donne une organisation sacrément rigoureuse du sous-secrétariat à la santé. Et je crois que sa réussite, puisque quand Clémenceau va arriver, en novembre 17, Clémenceau n'aime pas Godard. Clémenceau, il n'aime personne, de toute façon, à part lui. Donc, il déteste Herriot, Clémenceau, c'est évident. Il déteste pas Godard, mais Godard, il s'en fout de Godard. Mais vu que Clémenceau est un homme qui va agir pour la victoire, il s'aperçoit que ce Godard fait bien son boulot. Et qu'avec Godard, on n'a pas de problème. Et que Godard ne joue pas le politique. Il ne fait pas de politique, Godard. Il est, comme je dis, il joue en expertise, là. Il fait en expert. Troisième point que je développe, quelles sont les mesures prises par Justin Godard qui vont, en quelque sorte, être des choses qui vont marquer la Grande Guerre et qui, je pense, ont permis de sauver des vies. Si vous avez une balle dans la tête, vous avez une balle dans la tête. Hein, ça, Godard n'y peut rien. D'abord, il faut qu'il apporte une réponse pour la prise en charge des grands blessés. Il faut qu'il organise ce qu'on appelle une chaîne de lieux et de compétences entre le front et les hôpitaux de l'arrière. Je rappelle, pour ceux qui n'ont jamais pensé, vous avez ceux qui n'ont jamais visité des tranchées, aujourd'hui il y en a, vers Vimy, vers Arras. Vous avez les tranchées sur plusieurs niveaux, hein, plusieurs rangs de tranchées, hein, avec des boyaux qui communiquent. C'est-à-dire que quand les Allemands attaquent, ils peuvent prendre la première tranchée, mais on peut se replier sur les tranchées à l'arrière et les repousser. Comme d'habitude, les tranchées allemandes étaient mieux organisées que les nôtres, hein, c'est évident. D'abord, elles étaient plus hautes. Nous, on est plus petits que les Allemands. Donc, il faut reconnaître, si vous vivez 1m80, vous étiez un poilu d'1m80, ça ne devait pas être marrant, hein, parce qu'il fallait marcher accroupi en permanence. Hein. Donc, il fallait mieux être petit, hein, durant la guerre de 14. Hein. Heureusement que les Français avaient une moyenne de 1m62 à l'époque. Ça va, 1m62, ça allait. Donc, mais à l'arrière de ces tranchées, vous avez ce qu'on appelle l'arrière-front. La tranchée, ça peut faire en gros sur 500 mètres, 501 km. Puis derrière, vous avez l'arrière-front pendant une quinzaine de kilomètres. Et puis après, vous avez le front arrière. Alors, pas confondre l'arrière-front du front arrière. Et le front arrière, c'est là où se trouvent, en général, les officiers qui donnent l'ordre, disons. Et puis après, vous avez bien sûr l'arrière. Alors, premier lieu que Godard va organiser, quand les blessés sont pris en charge par une ambulance. Quand les infirmiers, les brancardiers vont charger, ils ramènent le blessé, il faut que l'ambulance soit sur une route.
À l'époque, il n'y a pas de 4x4, on ne va pas rouler. Donc, il faut que l'ambulance soit sur une route. Une route carrossable, bien sûr. Les blessés, comment aller à ce point où il y a l'ambulance qui attend? Les blessés légers peuvent y aller à pied. Vous êtes blessé au bras, vous pouvez aller à pied où il y a l'ambulance. Bon. Si vous êtes blessé grave, vous êtes porté sur des brancards. Vous allez me dire, mais c'est l'évidence. Oui, mais évidence, nous sommes dans un moment où la guerre est nouvelle, elle est massive, elle est globale. L'artillerie fait des dégâts. On est beaucoup plus tué par l'artillerie que par les balles à la guerre. Il ne faut pas oublier que les mitrailleuses allemandes vont faire des dégâts, mais quand même, l'artillerie est catastrophique au niveau des dégâts qu'elle fait chez les blessés. Une fois que vous avez atteint le point où il y a l'ambulance, là, on trie les blessés. Qui ont trié les blessés? Les infirmiers, les médecins qui peuvent être dans l'ambulance, dans les ambulances, parce que c'est un convoi d'ambulance. On trie les blessés légers, blessés graves, qu'il faut évacuer le plus rapidement possible. Troisième lieu, il va mettre au point les fameux HOE, les hôpitaux d'observation et d'évacuation, HOE, qui sont dans le front arrière. Alors, il y en a un par corps d'armée. Un par corps d'armée de ces HOE, hôpitaux d'observation et d'évacuation. C'est là où on fait la première chirurgie. Puis on transporte à ce moment-là les blessés vers les hôpitaux de l'arrière. Lyon, je rappelle que Lyon, durant la guerre, va recevoir 360 000 blessés. 360 000 blessés. Je rappelle qu'il y a 8 500 000 mobilisés. 8 500 000 mobilisés durant la guerre. 1 400 000 morts. 1 200 000 blessés. 1 200 000 blessés. Lyon en reçoit 360 000. Il n'y a plus de place pour les malades ordinaires. Vous n'avez pas intérêt à être malade durant la guerre, la Grande Guerre. Parce que les blessés, les poilus étaient prioritaires. Surtout à partir de l'arrivée de Clémenceau, de novembre 17. Et les progrès, vous allez me dire, mais c'est une organisation. Ce que Godard met en place, c'est une organisation avec des fonctions. Le lieu de rassemblement, le tri, les hôpitaux, les HOE, et après, on envoie à l'arrière. Sur quoi portent les progrès une fois l'organisation faite des lieux de récupération, les lieux de tri et les lieux de premier traitement? D'abord, il utilise ces fameux véhicules automobiles qu'il a fait construire avant. Il y en aura 3000 en service en 1917, 3000 en service, qui font gagner un temps précieux, puisqu'avant on tirait les blessés sur une charrette à cheval. Donc, qui font gagner du temps. En plus, c'est ce qu'on appelle les auto-chires. Auto-chir, CHIR, c'est-à-dire auto-chirurgical. C'est des ambulances militaires qui sont un véhicule, mais qui sont en même temps une formation. Je vous explique. Ces ambulances auto-chir passent de 2 tables d'opération à l'intérieur à 4 tables, suivies d'une voiture radiologique, plus un camion étuve pour les stérilisations, et un groupe électrogène, une salle de pansement et des tentes pour abriter des lits. Oui, donc c'est une sacrée organisation. Vous vous rendez compte? Vous voyez arriver ça, vous avez l'auto-chir avec 4 tables d'opération, une voiture radiologique, un groupe électrogène, un camion pour l'étuve des instruments médicaux à stériliser et des tentes pour abriter les lits. Rien à dire. Arrivé au lieu 2, où il y a le tri, vous avez en général des tentes avec 300 lits pour ceux qui sont en effet pour les intransportables qu'on attend là sur ces lits, qu'on met sur les lits en attendant de pouvoir passer près d'eux, voir ce qu'il peut y avoir.
On arrive maintenant au lieu 3, c'est-à-dire les fameux HOE, les hôpitaux d'observation et d'évacuation. Le plus important, c'est celui de Prouilly, qui sera, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que c'est une des causes qui vont amener pas mal de questionnements, celui de Prouilly lors du chemin des dames en 1917, parce que nous sommes en 2017. L'hôpital de Prouilly, 16 baraques d'hospitalisation, 720 lits, 12 baraques pour blessés à évacuer, couchés, 540 lits, 20 baraques pour blessés à évacuer assis, 600 lits, 3 salles d'opération avec 5 équipes de 2 chirurgiens chacune, plus installation radiologique et salle de pansement, et bien sûr des salles de spécialisation selon les soins apportés. Si vous êtes blessé aux yeux, vous êtes blessé au ventre, vous êtes blessé à la tête, si vous avez une chirurgie faciale à faire, par exemple. Ce qui est important, c'est que les HOE, qui sont considérés comme la grande chose de Godard, en dehors des autochires, c'est la prise en compte de la nécessité d'opérer avant l'évacuation. Il faut opérer avant l'évacuation. Et je crois que ça me paraît fondamental. Et cette prise de conscience des médecins qui acceptent les civils, et qui acceptent les compétences des civils, parce que Godard va échouer, par exemple, dans le fait de former des médecins généralistes militaires en chirurgiens. On ne devient pas chirurgien comme ça. Je ne suis pas spécialiste, mais certains vous le diront. Alors, la réalité de la guerre, qui dure, parce que là, il est arrivé en juillet 15, 1916 c'est Verdun, j'ai parlé de 17, c'est le chemin des dames. La réalité de la guerre, si vous allez à l'île aux Cygnes, puisqu'on vient de passer le 11 novembre, Lyon, il y a 10 000 Lyonnais qui sont morts durant la guerre de 14. 10 000 Lyonnais. Et la mairie de Gérard Collomb a fait l'effort de redorer les noms des 10 000 Lyonnais qui étaient un peu effacés. Vous y verrez mon grand-père et mon grand-oncle qui sont morts tous les deux à la guerre de 14. Donc cette idée, la réalité de la guerre, rend les efforts d'organisation de Godard insuffisants par rapport au nombre de blessés. Je vous donne un exemple. Pour un corps d'armée, à 2 ou 3 divisions, une offensive représente 1800 blessés par jour. 1800 blessés par jour, dont 400 à 600 blessés graves. 400 à 600 blessés graves. Or, les équipes peuvent opérer, dans les HOE, 12 à 20 blessés par équipe de 2 chirurgiens travaillant 15 heures par jour. Un peu maintenant comme quand on envoie des catastrophes dans le monde, on voit arriver des équipes de médecins du monde, par exemple, qui arrivent. Il faudrait, pour faire face aux besoins, 40 à 60 chirurgiens par HOE, alors qu'il y a en gros 10 chirurgiens par HOE. Donc, obligatoirement, il y a du déchet humain fort. Il faut opérer. Pour évacuer, on ne peut pas opérer tous les blessés. Donc, il faut donc évacuer sans avoir été opéré. Donc, il y en a qui n'ont pas de chance. Dans la vie, il y a des gens qui n'ont pas de chance. Ils auraient pu survivre. Il faut donc trouver un équilibre entre opération sur place et évacuation. C'est pour ça qu'il y a c'est pour ça que Godard instaure un chirurgien consultant, des chirurgiens consultants. Il demande à la faculté de médecine de lui envoyer des médecins qui passent dans ces HOE et qui disent, ben là, lui, il faut opérer parce qu'il est sauvable. Lui, laissez-le tomber, il est foutu. Il est foutu. Donc, des gens qui ont des responsabilités énormes, vous vous rendez compte? Dire, laissez-le tomber, lui, hein, c'est foutu. Perdons pas notre temps. Et donc, il demande aux facs de médecine d'envoyer des spécialistes qui peuvent faire le tri
dans ces HOE pour dire celui-ci, on peut encore agir. Mais bien évidemment, il faut l'autorisation de l'état-major, puisqu'il n'est que le secrétaire d'État à la santé dépendant du ministère de la Guerre. Godard, ce qui va réussir aussi, c'est la gestion du personnel. Son homme de dossier, je vous dis, c'est un organisateur. D'abord, il recense tous les chirurgiens en France. Tous les chirurgiens. Bon, il y a un personnage à l'époque que vous connaissez tous, puisque son nom a défrayé la chronique par la suite, et on lui a enlevé sa rue, qui s'appelle Alexis Carrel. Alexis Carrel, qui est un génie de la médecine. Il faut dire, des mains en or, mais qui n'appartient pas à la grande bourgeoisie lyonnaise de la médecine, bien sûr. Et la grande bourgeoisie lyonnaise n'aime pas Alexis Carrel. Donc Alexis Carrel s'en va à New York, en effet, Fondation Rockefeller. Il aura le prix Nobel de médecine pour les États-Unis. C'est pour ça que Rockefeller a payé l'école d'infirmière. Mais vu que ce personnage revient durant la guerre de 14, parce que c'est un patriote, et il veut s'engager, et il va aller dans les hôpitaux des HOE, pour apporter son... Mais il est mal vu. Et il sera un peu écœuré, disons, du fait qu'il n'est pas reçu, alors qu'il est prêt à se dévouer, lui, pour apporter un coup de main, et surtout qu'il aurait pu sûrement faire du bon travail, c'est Alexis Carrel. Mais peut-être c'est pour ça qu'il gardera un ressentiment et qu'il développera des thèses qu'il aura vues aux États-Unis sur l'eugénisme. Donc, deuxièmement, Godard va organiser la relève. C'est-à-dire, quand vous opérez 15 heures par jour, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Ça m'étonnerait, ceux qui ont travaillé ici dans cette salle 15 heures, parfois si on travaille 15 heures dans une journée, vous n'êtes pas très bien le lendemain, surtout s'il faut en permanence couper des jambes, couper des bras, recoudre des plaies, vous devez avoir les yeux un peu bizarres en fin de journée. Donc il organise la relève. Il augmente le nombre d'infirmiers et d'infirmières avec un statut spécial. Parce que les infirmières bénévoles, tout le monde sait qu'il y a énormément de femmes, surtout des femmes de la bourgeoisie lyonnaise, par exemple, Mesdames Lumière, les deux femmes des frères Lumière vont être intégrées disons, au monde lyonnais parce qu'elles participent à ce bénévolat des femmes qui aident les blessés. Madame Herriot aussi va faire beaucoup dans les hôpitaux à Lyon pour s'occuper de ces blessés. Alors les infirmières bénévoles qui servaient à l'arrière passent sous l'autorité militaire, il les fait passer sous l'autorité militaire avec rémunération. Il les fait rémunérer, ce qui, ma foi, est une bonne chose. Il n'y a que la Croix-Rouge, il ne touche pas au statut de la Croix-Rouge, qui garde son statut particulier. Une circulaire du 4 mars 1916 permet de renvoyer chez eux, alors ça c'est tout à fait intéressant, comme permissionnaires, des blessés ne nécessitant plus de soins et encombrant les hôpitaux. Ça, c'est drôlement bien. Mais l'armée ne voulait pas, parce que l'armée voulait garder les blessés comme potentiels soldats à renvoyer au front. Mais lui, il dit, il les envoie comme permissionnaires, il dégage en effet des lits et permet en effet à d'autres de venir. D'où la suppression, le 20 août 1916, des hôpitaux dépôts de convalescence. On supprime les hôpitaux dépôts de convalescence puisque les convalescents vont chez eux. Ils retournent chez eux ou les restent à l'hôpital. Par exemple, le lycée du Parc, qui à l'époque vient d'ouvrir, devient en effet un lieu de convalescence, ce qui va permettre que la première rentrée d'élèves va avoir lieu en 1916. Pour les gueules cassées, il y a une collection au musée des armées à Vincennes. Si vous avez le cœur bien accroché, allez voir les photos des gueules cassées. Vous ne tiendrez pas longtemps. Hein. À la 10e ou la 15e, vous allez vite aux toilettes. Hein.
pour les gueules cassées, il organise en février 1916 des dentistes militaires afin de reconstituer des mâchoires. On sait tous que Lyon est aussi un des grands centres de chirurgie faciale, de reconstitution, ce qui, ma foi, est des choses assez exceptionnelles. Il y a une bonne chose durant la guerre. La guerre apporte parfois des bonnes choses. C'est-à-dire, la guerre de 14 a permis l'apparition des prothèses. C'est durant la guerre de 14 qu'apparaissent les prothèses. C'est quand même assez extraordinaire. Il faut attendre une catastrophe pour voir apparaître des prothèses pour remplacer une jambe ou un bras. Godard va aussi, vu qu'on a vécu dans les tranchées, dans des conditions, tout le monde sait, difficiles, l'humidité, les rats. Bon, je ne parle pas du bruit, c'est surtout le bruit qui est infernal. Vous êtes sourds, je sais pas, des peurs. Hein, mais il dépiste la tuberculose, énormément de tuberculose, qui vont être envoyés dans des... On ne dit pas SANA à l'époque, mais dans des hôpitaux spécialisés. Et puis, dans chaque autochir, il va valoriser les pharmaciens, comme dans chaque hôpital HOE, qui ont pour but, mission, d'apprendre à lutter contre la guerre chimique. Puisque la guerre chimique apparaît, les Allemands l'utilisent dès 1915. Donc, il va falloir apprendre comment se protéger de cette guerre chimique et qu'est-ce qu'on peut faire une fois que cette guerre chimique est déclenchée. Il va aussi pour développer des formations sanitaires hygiéniques, ça c'est marrant, ça, motorisées, qui permettent à des soldats de prendre des douches. Voilà. Donc il va y avoir des formations motorisées qui passeront, pas dans la tranchée bien sûr, mais dans ce qu'on appelle l'arrière-front, où vous pouvez, quand vous venez souffler, prendre une douche, vous laver, ce qui, ma foi, est quelque chose de relativement assez original. Surtout que les poux et la vermine sont à développer. Et puis, pour rendre à l'homme sa dignité, c'est une chose fondamentale. Combien d'hommes ont fait la guerre et ont perdu leur dignité en perdant un morceau d'eux-mêmes? Il établit une commission d'études de l'orthopédie en multipliant les centres de rééducation. Il y en aura 120 en 1917 en France de rééducation. Et puis à l'aide de la circulaire 39C17, il perfectionne la commission des réformes. Alors certains m'ont dit « Ah oui, mais Godard, c'est quand même quelqu'un pas très sympa. » Alors pourquoi? Donc Godard est un patriote. Je m'explique, il y a des tricheurs, bien sûr. Il y a des gens qui veulent se faire réformer alors qu'ils se sont blessés eux-mêmes. Donc il y aura des enquêtes pour savoir si vous êtes blessé vous-même. Tout le monde sait que le soldat russe se coupe un doigt. Vous coupez l'index, vous ne pouvez plus tirer. On ne tire jamais avec le major, ni avec l'auriculaire, ni avec le pouce. On tire avec l'index. Et puis si ça ne suffit pas, les paysans russes, ils se coupent la main. Donc, en France, on ne va pas jusque-là. Mais il va y avoir une commission de réforme organisant dans chaque région une commission permanente d'expertise médicaux légale afin de contrôler, bien sûr, les documents permettant de fixer le barème d'invalidité et le barème de pension. Et le barème de pension qui va aller avec, bien sûr. Et par là même, il dépistera les simulateurs ou ceux qui se sont blessés par eux-mêmes. Donc, on peut dire que ce Godard est un très grand commis de l'État, au sens français. Alors, pourquoi part-il Alors, l'offensive du chemin des Dames fut une catastrophe sanitaire. Des blessés laissés sans soins et sans nourriture pendant 4 jours. Il y a 100 000 blessés entre le 16 avril et le 8 mai. 100 000 blessés entre le 16 avril et le 8 mai, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte de ce chiffre? 100 000 blessés. Des trains de blessés qui mirent 18 heures pour faire 10 km. Alors que vous êtes en train de saigner.
Le service de santé n'avait pas su prévoir, il fut débordé, malgré 6 hôpitaux, 6 HE. Celui de Prouilly, dont je vous ai parlé tout à l'heure, n'était pas achevé. Alors, le chiffre est non rendu public pour éviter que les familles aient un moral à zéro. N'oubliez pas que nous sommes en 17, c'est le temps des mutineries. C'est le début des mutineries. Le chemin des dames, c'est des mutineries. Il faut dire, Nivelle, c'est un boucher. Nivelle, c'est un boucher. Un type, on devrait en effet rayer son nom de Saint-Cyr, ce type. Et c'est parce que Nivelle envoie les hommes à la chair à canon qu'on le remplace par Pétain. Pétain, le héros de Verdun. Pétain adulé par les poilus. Tout le monde comprend 1940. Hein. Tout le monde comprend 40. C'est pas difficile. N'oubliez pas qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre 1917 et 1940. Il y a 23 ans. Hein. Et le poilu survivant, il a 50 ans. Il a même 45 ans. Donc le chiffre n'est pas rendu public parce qu'on a peur que ça soit une catastrophe morale. Mais le 8 mai, il n'y a pas de SNCF, les chemins de fer français, les compagnies de chemins de fer français confirment qu'il y a bien eu 100 000 personnes qui ont dû être évacuées. Le 26 avril, Justin Godard s'explique devant la commission des armées au Sénat. Le lendemain, à la Chambre, le Sénat envoie une note au président du Conseil, qui à l'époque s'appelle Alexandre Ribaut, R-I-B-O-T, comme quoi, au 34e mois de la guerre, le service de santé n'a pas été à la hauteur. Or, il est sous-secrétaire d'État à la santé. Le service de santé est mis en accusation par l'opinion, par les chambres. Justin Godard contre-attaque. Il dit que la responsabilité n'est pas celle du sous-secrétariat à la santé, mais du grand quartier général. Il attaque le grand quartier général, qui refuse d'associer le service de santé à ses décisions, qui ne dit jamais au service de santé quand il va y avoir une offensive. Donc le service de santé ne sait pas quand il y a une offensive. Donc à partir du moment où il ne sait pas une offensive, il ne peut pas se préparer. Donc ça paraît logique. Il place les questions sanitaires au dernier rang de ses préoccupations, ce qui est le cas depuis que Nivelle a remplacé Joffre, bien évidemment. Pour Justin Godard, le désastre sanitaire est imputable au seul commandement qui a sous-estimé les pertes. C'est lui qui, en effet, devait, avec le génie, terminer la construction de l'hôpital de Prouilly, qui n'a pas été terminée, bien sûr. C'est lui qui est responsable du retard des trains sanitaires, parce que les trains s'arrêtaient à chaque gare pour laisser passer les convois, à chaque passage à niveau pour laisser passer les convois militaires. Et à l'époque, il n'y avait qu'une seule voie, en plus, pour les trains. Donc, quand il y avait une voie de garage, on laissait passer les trains, bien sûr, de soldats. Bref, la commission les commissaires régulateurs des gares, qui sont des militaires, vont bien évidemment gérer ça de façon complètement incohérente. Justin Godard demande que le service de santé ne soit plus un service subalterne, et ça, il va gagner. Le décret du 11 mai 1917 lui confère toutes les attributions, pas à lui, mais au service de santé, au même titre que l'artillerie. Donc il devient non pas une arme comme l'artillerie ou l'infanterie, mais il lui confère toutes les attributions et fait partie de l'état-major. Maintenant, il y aura donc quelqu'un du service de santé à l'état-major et qui va contribuer à élaborer les ordres. Donc il y a une progression grâce à Godard sur ce plan-là. Je crois que c'est sa plus belle victoire. Alors pourquoi s'en aller ? Ce n'est pas, comme je vous le disais tout à l'heure, Clémenceau qui va le remercier. Et pourtant, son départ, il y est encore une affaire médiocre. Il y a un imposteur, un médecin, quelqu'un qui se fait passer pour un médecin militaire qui n'est pas du tout médecin militaire. Mais il devient major, donc il obtient les hauts grades militaires, dans la médecine militaire. Et Godard est interpellé à la Chambre là-dessus, par un député. Justin Godard demande l'ajournement jusqu'à la clôture de l'instruction judiciaire. Il ne veut pas que la Chambre vote sur cette affaire, il demande l'ajournement de l'affaire tant qu'on n'a pas eu des conclusions judiciaires. Le député s'entête,
il demande un vote, le président de la Chambre met aux voix, l'ajournement n'est pas adopté, donc Godard a perdu. Justin Godard se lève, le président lui dit « Monsieur le ministre, vous voulez la parole ?» Justin Godard dit « Non, je m'en vais. » Il s'en va. Il s'en va. Alors la question qui se pose, est-ce par soutien à Malvy? Ceux qui connaissent la guerre, Malvy, c'est un député radical qui est déféré devant la Haute Cour de justice militaire le 22 novembre pour trahison. C'est faux. Mais Clémenceau, qui est un obsédé de la victoire, même si aujourd'hui on honore, tout le monde honore Clémenceau. J'aime assez Clémenceau, disons-le clairement, mais le Clémenceau n'est pas du tout un démocrate à ce moment-là. Et Clémenceau voit des traîtres partout. Il voit des traîtres partout. Et Malvy est quelqu'un qui pense qu'on peut arriver à une paix blanche avec l'Allemagne pour éviter les massacres. Et Clémenceau ne veut pas de paix blanche. Il veut une victoire. Donc Malvy, il va être déféré devant la Haute Cour de justice, condamné. Donc il va perdre, bien sûr, il va être dégradé, disons, il va perdre son immunité, il va être emprisonné. C'est donc, et Godard était assez proche de Malvy. Est-ce par soutien? Difficile. Est-ce par fatigue? Oui, je crois qu'il est usé. 30 mois dans ce métier, il doit être particulièrement usé. De toute façon, son geste va être très mal reçu à la Chambre, qui y voit comme une sorte d'insulte à la Chambre. Je m'en vais. Insulte à la Chambre. Moi, j'y vois un esprit frondeur, un esprit cher à Guignol. Il ne faut pas oublier qu'il est lyonnais. Je rappelle son ex-libris. L'ex-libris de Godard, c'est Justin Godard, lyonnais. Tout simplement. Lyonnais. Moi, je vois qu'il a l'esprit de Guignol. Il est cette marionnette frondeur. Bon garçon, mais frondeur. C'est un homme qui n'aime pas les bassesses, les médiocrités. Il s'accommode mal de la politique, de la basse politique de ce député qui cherche des noises pour un truc marginal. Quand il y a 100 000 blessés, s'occuper qu'il y a un imposteur. Un imposteur. Il y en a partout, des imposteurs. Donc, alors en conclusion, Justin Godard, c'est un vrai républicain, au sens très fort du mot républicain. Un modernisateur. Il a compris ce qu'était la Grande Guerre, une guerre nouvelle, et il a réagi, et il a apporté des réponses. Un bon gestionnaire, mais un homme qui n'aime pas les compromissions. Donc, pas un grand politique, pas un très grand politique. Un esprit clairvoyant qui voit qui sont ce qu'il y a derrière les hommes, ou qui sont les hommes. C'est pourquoi Godard, sa carrière, certains lui disaient sa carrière est finie. Mais non, sa carrière ne sera pas finie, puisqu'il deviendra, bien sûr, il redeviendra député, sénateur à partir de 1926. Et il va s'engager dans des combats autres, mais où il y a toujours un problème de cet humanisme, sauver les vies. Il va s'intéresser aux enfants juifs dans les années 30. Les Juifs lui ont accordé le statut de juste. Il va s'occuper des Albanais. Vous allez à Tirana aujourd'hui, la grande avenue s'appelle Justin Godard. À Tirana, à la capitale de l'Albanie, c'est quand même extraordinaire. Alors qu'à Lyon, il a une montée à la gomme. Donc c'est quand même extraordinaire. Il s'occupe des Vietnamiens. Il va lancer la Ligue contre le cancer à la fin de la guerre, avec des médecins. Il va militer pour le droit de vote des femmes. Donc c'est un personnage très riche, très très riche, en action. Et puis, bien sûr, je terminerai par ce qui me préoccupe un peu, c'est ses relations avec Herriot.
Cette année, c'est la 60e anniversaire de la mort d'Herriot. J'ai organisé un colloque que la ville de Lyon m'avait demandé d'organiser. Il n'y a rien eu pour la mort de Godard. Le seul colloque qui a eu lieu sur Godard, il a eu lieu au Sénat, à Paris. C'est le Sénat qui l'a fait. Heureusement, j'avais insisté auprès de Gérard Collomb. Gérard Collomb a nommé le grand salon de l'hôtel de ville Justin Godard. Quand même. C'est le moindre des choses. Je crois que en 1904, quand il rentre dans la municipalité au Gagneur, il va croiser Herriot. Lui, il a épousé mademoiselle Coendy, famille, disons, intéressante à Lyon, mais il n'a pas épousé, comme Herriot, mademoiselle Robatel. Mademoiselle Robatel, fille du professeur Robatel, professeur de médecine, président du conseil général du Rhône, les sociétés lyonnaises. Donc Herriot, il est déjà macronien. Herriot. Il est très centriste. Godard est un homme de gauche. On le verra durant la Résistance. Et Godard a compris, à la différence d'Augagneur n'a pas compris qui est Herriot. Augagneur pense qu'Herriot est un professeur brillant, brillantissime, Herriot. Brillantissime, qui va partir à la Sorbonne, qui fait de la politique comme ça pour s'occuper. Donc, il lui file la mairie en 1905, quand il s'en va à Madagascar, comme gouverneur. Et en disant, quand je reviendrai, je récupérerai la mairie, avec ce petit prof. Voilà. Il se méfie de Godard, parce que Godard est lyonnais. Un type engagé à gauche, donc un type social. Donc ils disent Godard, il est lyonnais, et lui, il va garder la mairie. Et Godard a compris tout de suite qu'avec Herriot, c'était un poids lourd. C'était quelqu'un, une fois qu'il a en main la mairie, il va la garder. Donc il a compris, et au lieu de se battre contre Herriot, c'est-à-dire de se présenter contre Herriot, il aurait pu se présenter contre Herriot. Il quitte Lyon. Il devient député en 1906, puis après vice-président de la Chambre, ministre. Alors bien sûr, il croisera Herriot en 1924. Herriot l'appelle dans le cartel des gauches. Puis en 1932, quand Herriot revient pour 6 mois, il redevient ministre. Mais il fait tout autre chose. Il s'intéresse à autre chose. Parce qu'il a compris que ça ne sert à rien de se battre avec Herriot. Herriot est plus fort que lui sur Lyon. Ça, c'est une intelligence politique exceptionnelle. Mais en même temps, il aura ses moments. Il aura 2 choses. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai développé dans le colloque Godard. Jamais, lui qui est un grand Lyonnais, qui collectionne les objets, qui va faire le musée de Gadagne, sans lui, il n'y aura pas de musée de Gadagne, bien sûr, c'est lui qui achète tous ces objets à Paris et qui va les donner au musée de Gadagne, alors qu'Herriot n'a rien donné à Lyon. Il n'a rien donné, Herriot. C'est quand même extraordinaire. 52 ans maire de Lyon, il n'a rien donné. Et il va créer une académie, l'Académie des Pierres Plantées, qui est l'académie lyonno-lyonnaise, ce que j'appelle moi la lyonnitude. Il prend un nom qui s'appelle un nom d'emprunt, qui s'appelle Catherine Bugnard. Ça, c'est bien lyonnais, Bugnard comme les bugnes, bien sûr. C'est-à-dire, on se moque de soi-même. Cette Académie des Pierres Plantées, qui est l'héritière de l'Académie du Gourguillon, de Claire Tisseur, de Nisier du Pupelu, jamais Herriot n'en fera partie. Jamais il n'invitera Herriot. On reste entre Lyonnais. Il invitera des gens comme Henri Béraud. Henri Béraud en fera partie. Henri Béraud. Avant qu'Henri Béraud évolue vers l'antisémitisme, mais Henri Béraud, le très grand écrivain, prix Goncourt en 1925, en effet, en fera partie. Et la revanche de Godard, c'est 1944. Qui devient maire de Lyon en 1944 ? Godard. Maire provisoire.
Qui accueille le général de Gaulle à Lyon? Godard. Qui accueille Herriot revenant de captivité, ou de captivité, disons, de déportation, le 19 mai 1945? Godard. Et ça, il a dû avoir intérieurement une petite jouissance. Hein, il a dû avoir une petite jouissance. Hein. C'était sa revanche. Alors, je crois, mesdames et messieurs, que ce personnage qui aujourd'hui nous intéresse, parce que pour cette exposition, cette belle exposition sur une belle invention, les rayons X, comme quoi il n'y a pas que les prothèses, il y a aussi les rayons X, qui sont des inventions dues à des conflits majeurs de notre histoire, nous fait apparaître un homme. Bon, ici, je parlais avec un d'entre vous qui pense qu'aujourd'hui, il faudrait un nouveau Godard. Il faudra un nouveau Godard. Mais je rappelle que j'avais fait ici une conférence. Il y a 3 hommes qui sont dans le même temps. Il y a Herriot, 72, 57. Godard, 71, 56. Laurent Bonnevet, 70, 57. C'est quand même 3 bonhommes. Et aujourd'hui, vous avez avant, il y avait la fin du terminus de la ligne A du métro. C'était Laurent Bonnevet. Tout le monde connaissait Laurent Bonnevet, sans savoir qui c'est. Mais tu t'arrêtes tout à Bonnevet, à Laurent Bonnevet. Herriot, il a une rue, il a un truc, il a un lycée, il a un hôpital, il n'a pas de stade. Hein, ça manque, hein, un stade. À Bordeaux, le stade s'appelle Chaban-Delmas. Hein, donc, au moins, tout le monde connaît Chaban-Delmas. À Lyon, le stade des Lumières. Bon. Godard, qu'est-ce qu'il a? Rien. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose, Godard. Alors que l'expérience qu'il a eue durant la guerre, on peut dire que quand il a quitté le service de santé sur un coup de tête, parce qu'il n'acceptait pas ce genre d'ajournement qui lui avait été refusé, les médecins ont tous regretté son départ. Parce que c'était un gars avec qui on pouvait discuter, qui entendait, qui adaptait, qui évoluait, qui apportait des réponses concrètes. Bon, un médecin, son but, c'est de sauver. Et Godard a permis de sauver beaucoup de poilus. Je crois que les poilus peuvent le remercier d'une manière aujourd'hui post-mortem. Voilà ce que j'avais à dire sur Godard, mesdames et messieurs. Mais il peut y avoir des questions, bien évidemment. Tournant dans la médecine fantastique au moment de la guerre. La radiologie était embryonnaire avant la guerre. Et Godard a travaillé avec Regaud. Et on appelait ça à Paris le clan des Lyonnais. Regaud non plus, Claudius Regaud, le frère a une place pour avion, mais c'est l'alpiniste, c'est pas le médecin. Or, Regaud parlait des Lyonnais exilés à Paris. C'était pas le seul. Il y avait Bouchacourt, il y avait Lula, etc. Ils étaient toute une clique. Vous avez parlé de Carrel, il y avait le riche, enfin. Je pense que je plaide un peu pour moi. Mais vous faites bien, vous faites bien. Cette rencontre de la physique, d'une certaine façon, mais surtout d'une nouvelle médecine. Diagonnier disait que la radiologie fait sortir la chose de la chose. C'est-à-dire pour la première fois, on faisait des dissections in vivo. Et quand vous avez parlé des progrès à côté du front, en effet, de cet engagement, même dans les gueules cassées, on a opéré plus rapidement, plus efficacement, grâce à la radiologie. Parce qu'on savait guider le chirurgien. On savait où aller chercher la balle, où aller chercher l'éclat, quel type de fracture, etc. Et cette révolution, nous avons voulu le montrer ici, montrer qu'à côté de Godard, qui était le grand organisateur, le grand politicien, il a même créé le Val-de-Grâce, le musée du Val-de-Grâce. C'est à lui qu'on le doit.
pense qu'il faut aussi penser qu'il a, et les Parisiens le disent encore, favorisé dans la guerre le clan des Lyonnais. Voilà. Ça, vous faites bien. C'est vrai que le clan des Lyonnais, on peut comprendre qu'il a 40 ans, quand il arrive à plus de 40 ans. Il a une expérience lyonnaise indiscutablement forte. Et vu que Lyon a toujours été une grande ville de médecine, surtout depuis, on peut estimer la guerre de 70, depuis la guerre de 70, qui a permis à Lyon de créer cette faculté de médecine, je comprends on voit bien que quand il y avait à la mort de Carnot, à l'assassinat de Carnot, il y avait qui il y avait Jules Courmont, il y avait le professeur Ollier, qui étaient tous là autour de. Et puis il y avait bien sûr le Gaëton, qui était lui-même médecin, parce qu'on a longtemps pensé à Lyon que on pouvait venir maire de Lyon en étant médecin. Bon, depuis Herriot, il n'y a plus de maire médecin. Il n'y a plus de maire médecin depuis Herriot. Mais monsieur a une question. Allez-y. Ah oui. Voilà. Je voulais uniquement dire que vous vous êtes cantonné de la période de la guerre de 14. Vous avez donné beaucoup de détails de la guerre de 14, ça on peut reprendre, mais vous n'avez rien dit sur Godard pendant le 39-45, parce que ça a été un militant, un résistant de premier ordre. Il était avec Antonin Jutard et Henri Chevalier, qui était le premier imprimeur clandestin de France, ont fondé des mouvements de résistance dans la région du Sud-Est. Et vous l'avez complètement occulté. Mais ça, monsieur, c'était prévu. Parce que c'était Godard et la guerre. C'était Godard et la guerre. C'était Godard et la guerre de 14. Et 39-45, c'était pas la guerre? Ah oui, mais c'est pas la même guerre. Non, mais c'est plus la même guerre. C'était pas la même guerre. Et puis là, à l'époque, il est plus sous-secrétaire d'État. Bon, puisqu'il s'était retiré à Pommiers, en effet, vers Anse, dans le Beaujolais. Ça, c'est intéressant, c'est que parce que c'est un homme engagé, Godard, c'est un homme qui s'engage. Et c'est parce qu'il s'engage qu'il est, je pense, j'analyse, qu'il est un peu au-dessus de la politique, de ce qu'il appelle la politique politicienne. Ce que Herriot met les mains dans le cambouis, Godard ne veut pas mettre les mains dans le cambouis, du moins le moins possible. C'est bien pour ça que on sait tous que arrive la guerre de 39-45, Herriot a une attitude moyenne. Oui, mais il ne faut pas obliger qu'il Herriot. Oui, mais l'autre jour, lors du colloque, on a vu que Herriot n'a pas voté les pleins pouvoirs. Il s'est abstenu le moment des pleins pouvoirs. Il était président de la Chambre. Il aurait pu avoir une attitude, je dirais, engagée. Surtout que le département du Rhône a été le département où il y a eu le plus d'opposition à Pétain. Je tiens, on peut dire que nous, le département du Rhône, on n'a rien à dire. C'est-à-dire il y a eu 8 sur les 80 personnes qui ont voté contre Pétain. 80 Pétain, il y en a 8. Non, je veux dire que Herriot ait une attitude, alors que Godard a une attitude engagée. Et ça correspond à son attitude durant la Grande Guerre. C'est un homme qui est un vrai républicain engagé, qui se bat et qui, comme vous l'avez dit, a été un résistant de premier ordre. Il faut dire que quand à la Libération, il est à côté, disons, de Yves Farge, de Longchambon, et en effet du général, le fameux septembre 44. Bon, c'est normal, puisqu'on est allé chercher un homme qui a de l'expérience, un homme qui, en fin de compte, représente la résistance française et qui est resté durant la guerre sur place. Donc, je crois que vous avez raison de dire, mais ce n'était pas le propos aujourd'hui. Si j'avais envie de parler de Godard, la vie de Godard, ça serait autre chose. Moi, je n'ai pas compris. J'étais venu pour un exposé sur Justin Godard. Ah oui, mais Justin Godard, durant la Grande Guerre. Mais comme le professeur Amiel l'a rappelé, ces conférences ont pour but d'accompagner, en gros, un peu la réflexion sur tout ce qui a l'hygiène, la médecine, la vie des Lyonnais pendant la Grande Guerre, et des hommes comme Godard qui ont aussi été
comme le professeur Amiel l'a rappelé, une époque d'énormes progrès de médecine. C'est ce qui est assez terrible, c'est que... Oui, mais il faut bien qu'il y ait un bon côté aux choses horribles. Hein. Ouais, la guerre a apporté des progrès. Si vous voulez nous dire qu'à lors de cette époque, comment on ravitaillait en essence les 300 véhicules qui étaient plantés? C'est la même chose que pour... c'est la même chose que pour Verdun. C'est la même chose que pour Verdun. Il y avait des camions de ravitaillement. Non, des camions? Oui, les camions Berliet. Les camions Berliet, puisque Berliet a fait... Des bombes roulantes, c'était pas un camion? Mais il y avait aussi des sortes de petits, qu'on peut dire, comment on peut dire, des petites citernes. Les camions, vous savez, c'était des camions de Berliet Oui. qui roulaient à 33 km à l'heure et qui consommaient 100 litres au 100. Alors ils n'étaient encore pas arrivés. Bien. Bon. Ah, monsieur, une question. Venez prendre le micro. C'est plus une observation en marge de la conférence. Je recommande bien sûr la visite de l'exposition qui est ici, qui est remarquable. Puis on parlera peut-être, il y a une autre conférence sur Marie Curie aussi, qui dans le domaine de la radiologie a eu un grand rôle. Mais vous avez parlé des ambulances. J'ai eu l'occasion, pour les Journées du patrimoine, de voir une de ces ambulances avec les roues pleines, vous savez, qui se trouve dans la cour du palais du gouverneur à Avenue Foch. Alors, ceux qui veulent en voir une, vraiment une vraie, comme on peut dire. C'est bien, ça, c'est très bien. Voilà, donc on se rend compte de ce que pouvaient être les transferts de blessés dans ce genre de véhicule. Et puis pour nous ramener à cette période de la guerre de 14, je recommande aussi d'aller voir le film de Dupontel qui s'appelle Au revoir là-haut, qui est tiré d'un prix Goncourt 2013 de Pierre Lemaître, qui est vraiment un ouvrage remarquable. Et le film, lui aussi, est très intéressant. Mais vous avez raison de rappeler que la filmographie sur la guerre de 14 est énorme. Un des films les plus extraordinaires qui explique et qui, pour professeur Amiel, peut-être n'est pas très bon pour le militaire, c'est le petit film de Dalton Trumbo qui s'appelle Johnny prend son fusil. En anglais, Johnny Got His Gun. C'est un film américain fait au moment du McCarthyisme par un Dalton Trumbo qui est marqué à Hollywood par communiste. Donc il va y avoir des problèmes. Ça se passe en 1916. C'est un film en noir et blanc muet, volontairement. On voit un Tommy, un soldat anglais, qui court dans un champ de bataille où il y a des bombardements permanents. On n'a jamais vu le visage de ce Tommy. Hein. Et puis à un moment, il se met, tout le monde sait que, ici les spécialistes militaires, quand vous avez des canons à tir tendu, le canon, le fût du canon se dilate, ça rappelle les anciens problèmes. Et le canon, quand il balaye une zone, le but ne tombe jamais dans le même trou. Donc il y a plusieurs canons, et le petit Tommy qui veut fuir, il se met dans un trou. Pas de chance pour lui, à l'époque, la guerre de 14, on invente les mortiers. Et les mortiers, c'est des tirs courbes. Et il est dans son trou, et à ce moment-là, paf, il reçoit un mortier. L'image suivante, il est sur un lit d'hôpital, il n'a plus de jambes, plus de bras, il est sourd, aveugle et muet. Et il ressemble à un gros rôti. Il est sur le lit. Et bien évidemment, on voit une main galonnée qui vient le décorer. C'est un héros. Et il est à l'entrée de l'hôpital en montrant, regardez, ce héros. C'est un film terrible. Quand vous l'avez vu, et quand on montre ça à des jeunes, et
ce Tommy, ce Johnny, parce qu'il s'appelle Johnny prend son fusil, il s'agite. Et on voit une main d'infirmière, une main de femme. On ne voit jamais le visage. On ne voit aucun visage dans ce film. Et elle lui passe la main sur le front. Et Johnny se calme. Et puis Johnny va plus vite. Il s'agite, il tape sur l'oreiller. Et l'infirmière militaire comprend que Johnny parle en morse. Il parle en morse. Et avec sa tête, il tape. Et elle comprend qu'il lui demande à quoi je ressemble. Ça, c'est un grand truc je dirais, aujourd'hui, lié à la vocation médicale. Est-ce que je dois dire aux malades à quoi ils ressemblent ? Mais vu qu'il y a eu un lien d'affection qui lie entre cette main et ce corps d'invalide, elle lui tape sur le front. Vous n'avez plus de jambes, plus de bras, vous êtes sourd, muet et aveugle. Et Johnny se calme et avec sa tête, il dit « Tuez-moi ». Une infirmière n'a pas pour but de tuer. Comme un médecin, il a pour but de sauver. Et puis elle comprend que la vie de Johnny est foutue. Donc, au moment où elle va lui faire la piqûre, on voit une main galonnée qui arrête la main de l'infirmière, qui passera en conseil de guerre, bien sûr, et on voit le lit de Johnny poussé par des mains dans une pièce toute noire, lui qui était à l'entrée de l'hôpital, et avec sa tête, il tape SOS, SOS. Waouh! Bien, je vous laisse sur une note réconfortante.